qui a plus de 40 ans et qui est en quelque sorte la mise en abîme d'une partie de son œuvre, pas toute son œuvre. Un chant d'oiseau découpe la fenêtre. Notre lit s'éveille au milieu du jardin, derrière les volets qui ne laissent passer de la vie que l'invisible. Au fond, sur le mur, une échelle de lumière rouge d'abord, puis dorée. Le long de l'échelle, les musiciens anonymes du jour montent et descendent. Crois-tu qu'avec la poésie, nous pourrions y monter, nous aussi? Ce poème évoque à 2 reprises la musique, puisqu'il commence par un chant d'oiseau et parle ensuite des musiciens anonymes du jour. Or, Jean-Pierre Lemaire aurait voulu être musicien plutôt que poète. Vous pourriez peut-être en dire un mot. Ah, c'est vrai. Je crois qu'on aurait bien déçu l'adolescent que j'étais en lui prédisant qu'il deviendrait poète. Seulement poète. Voilà, je rêvais d'être musicien. Je trouvais que la musique avait beaucoup plus de liberté dans ses rythmes, dans ses notes, que la poésie qui me paraissait pesante en comparaison. Comment est-ce que je me suis converti à la poésie? C'était une vraie conversion. Je crois que c'est à la suite de mon passage dans la marine. Mathieu Gimnès est à l'école navale. Voilà, c'est pourquoi. Ou au sortir de mes études littéraires, où j'étais un peu enfermé dans un monde artistique, eh bien j'ai dû apprendre à faire le point, à réparer des moteurs. Voilà, toutes tâches auxquelles je n'étais pas préparé. C'est-à-dire que je me suis un peu réconcilié avec le poids des choses, pour le coup. Or, le poids des choses, eh bien, il passe par les mots, parce que les mots ont un sens, ce que les notes n'ont pas. Et donc, la poésie, elle m'est apparue comme ayant un humble privilège, je dirais, par rapport à la musique, c'était d'essayer de faire un chant avec ces notes pesantes que sont les mots. Mais l'avantage de ce chant, c'est que ce qu'il soulève, c'est le réel lui-même. Il le soulève peu, il ne s'agit pas de renouer avec le grand enthousiasme lyrique d'un Pindare, mais il le soulève suffisamment pour justement faire du réel un chant. Et donc, voilà, pour moi la poésie a été une manière de faire de la musique, d'une certaine manière, avec ces notes pesantes que sont les mots, pour inventer, si j'ose dire, une musique humaine. Voilà. Merci. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'entendre lui-même, que moi, vous parler de cette dimension musicale de ce poète, qui a été immédiatement reconnu. À peine avait-il publié qu'il a été salué par Philippe Jacotet, un peu, Jean-Michel Maulepoix. Jean-Michel Maulepoix a dit immédiatement, c'est un de ces poètes promontoires en qui vient sonner l'écho d'une double appartenance au profane et au sacré. Ça, c'était dans les magazines littéraires en 1982. Alors, on ne s'étonne pas que vous ayez été publié chez Gallimard, pratiquement tous vos livres, et que vous ayez reçu de nombreux prix. Je ne signalerai que le prix Max Jacob et le prix de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre, et cela dès 1999. Alors, je sais que, comme moi et comme beaucoup d'autres, vous souffrez parfois de cette restriction à un poète chrétien. C'est un peu idiot parce que est-ce que vous choisissez un boulanger chrétien? Est-ce que vous recourez au service d'un plombier chrétien? Je pense que vous êtes un chrétien qui écrit et un chrétien en quête. Vous n'allez jamais dire ma foi, ce n'est pas un objet que l'on perd, que l'on retrouve, que l'on égare à nouveau. Je crois qu'il y a cette extrême modestie d'une quête de l'essentiel, de la spiritualité qu'a si bien évoqué Jean-Michel. Nous avons été récemment associés dans un colloque Poésie et Transcendance à la Tourette, près de Lyon, et j'ai découvert avec bonheur qu'un groupe de jeunes poètes comme Stéphane Bataillon, François-Xavier Maigre et d'autres se rassemblaient avec vous pour continuer à se lire des poèmes, les approfondir. Je me suis dit que vous continuiez votre travail en
classe prépa Henri IV, quand vous, la vocation d'enseignant est quelque chose d'essentiel. Vous pourriez en dire un mot du rapport entre l'enseignement et la poésie? Ah, on n'a pas, c'est pas téléphoné, je le prends. Voilà, la preuve, je suis sans mots. En fait, bien sûr, dans mon travail d'enseignant, j'ai essayé de faire connaître et aimer la poésie. Et pour moi, contrairement à ce que pensent certains amis poètes qui se rebellent dès qu'on parle d'enseigner de la poésie, je trouve que oui, on peut enseigner la poésie. On peut l'expliquer au sens étymologique, c'est-à-dire la déployer, parce que le poème est compact, et on peut essayer de faire s'épanouir, justement, ce que le poème garde resserré. Et enfin, la méthode que j'essayais d'employer, c'est de partir de la racine, si j'ose dire, de la fleur. Qu'est-ce qui a inspiré le poème? Qu'est-ce qui a été à la source? Comment est-ce que le poète a essayé de réconcilier sa vie avec ses mots? Et c'est en partant de cette racine que du coup, j'essayais d'intéresser les élèves à la poésie. Mais je dois dire que j'ai toujours séparé complètement l'activité d'enseignement et l'activité poétique. L'activité d'enseignement, elle passait par des tas de médiations, par la lecture des critiques, par toute une série d'instruments d'analyse stylistique. Quand j'écrivais un poème, au contraire, j'oubliais tout ça pour retrouver un rapport direct au réel. Pour moi, la poésie, c'est une expérience directe du réel. La poésie ne passe pas par la fiction, contrairement au roman, contrairement au théâtre. Voilà. Alors ceux dont j'essayais en tout cas de persuader les élèves d'une manière générale, c'est que justement la poésie, elle a affaire au réel. Et non pas, comme on le croit souvent, au rêve, à l'imagination, à autre chose. La grande affaire des poètes, je crois que c'est le réel et les mots. Et en persuader les élèves, eh bien, c'était déjà un certain travail. Merci. Je voudrais dire un mot de Graduel, le dernier livre publié chez Gallimard. C'est un mot qui, comme adjectif, suppose que l'on marche grade, pas à pas, mais comme substantif, c'est un fragment du rituel de la messe, puisque c'est entre l'épître et l'évangile que se trouve ce texte qui est lu et chanté. Et dans ce très beau livre, vous nous donnez vraiment à goûter la vie telle que vous la vivez maintenant, puisque vous avez accédé, vous n'avez pas battu en retraite, mais vous avez accédé au retrait que propose la fin d'une activité professionnelle, et vous nous donnez à ressentir à la fois le fait de toucher ses limites, mais en même temps de trouver d'autres ressources, à la fois dans la poésie, dans la nature, dans les petits-enfants, potelés, j'adore l'adjectif que vous utilisez. C'est très beau et j'aime, comme le temps passe, nous n'allons pas abuser de votre temps, mais j'aimerais lire un fragment des Stances qui termine votre très bel ensemble poétique. Vous rappelez donc les Stances, c'est un genre poétique très particulier, fait de strophes, un apostrophe avec un refrain. Je vais en lire deux, trois de la première stance qui s'appelle, je vais me débarrasser de mon papier. Vous avez emprunté l'exergue à Anne-Lise Blanchard, qui devait être ici ce soir, un fil d'or qui chemine. Et vous épinglez des moments de vie réels. Le jeune prisonnier entend les hirondelles crier leur allégresse au-dessus des toits, les soirs de printemps. Il revient à sa table sous la lampe intime, reprend les cahiers fermés après l'enfance. Là chemine le fil de la joie cachée. Une mariée ajoute son bouquet aux dessins, aux bougies. Sur la promenade des Anglais à Nice, où l'homme camion, le minotaure blanc, a fini sa course éclaboussée de sang. Là chemine le fil de la joie cachée. Une épouse âgée ose son alliance, lit à l'intérieur le nom de son mari, une date
gravé sur le métal brillant, tandis qu'à l'extérieur, l'or est patiné par le commun des jours. Là chemine le fil de la joie cachée. L'homme qui a pris du retard dans la vie retrouve une place modeste en ce monde, un nouveau travail, une femme indulgente, un rôle pour apprendre à ses petits-enfants les couleurs, l'alphabet. Là chemine le fil de la joie cachée. La femme quittée au début des vacances revient, seule, en septembre, dans la maison vide à l'ombre des platanes, voit la bibliothèque aux livres épars. Elle voudrait en faire une chambre d'enfant. Là chemine le fil de la joie cachée. Je vais laisser Jean-Pierre lire la dernière strophe, qui est si belle et qui rejoint ce qu'a dit Patrice Aubert. Oui, mais je vais le lire moins bien que vous. Nous n'apercevons que l'envers du royaume. Au lendemain du temps, quand Dieu retournera la tapisserie, l'endroit resplendira, brodé fil à fil. Et nous continuerons, ensemble, avec l'aide des anges tisserands devenus visibles.